All right. Maintenant, on a Alexander Rousse. Ici, il est Head Equities and Co-Lead Portfolio Manager de Decalia Sustainable Society. Alexander, the floor is yours. OK. Je vais faire la présentation en français, mais comme vous allez l'entendre très vite, je suis pas francophone. Donc, de temps en temps, je vais utiliser des mots en anglais. Excusez-moi par avance. Donc, j'ai rejoint Decalia il y a 7 mois, en septembre de l'année dernière. Et comme Andreas a dit, je suis le responsable de la division Equity chez Decalia. Pour ceux qui connaissent pas Decalia, c'est un gérant actif thématique. On gère à peu près 5 milliards et on a différents fonds thématiques. Et entre autres, je gère un fonds qui vient d'être lancé, Sustainable Society. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais j'aimerais vous faire partager, c'est pas trop fort, le processus d'investissement que j'ai appliqué pendant presque 20 ans et qui, à mon avis, est un bon moyen de chercher les valeurs, les sociétés dans le côté qui vont tacler les défis d'aujourd'hui et de demain. Juste pour un peu le background, avant de rejoindre Decalia, je faisais partie de Degroof Petercam Asset Management en Belgique. J'étais là pendant plus de 15 ans et j'ai géré depuis le début là-bas. J'avais géré depuis le début là-bas un fonds qui investit dans l'agroalimentaire. Vous avez déjà entendu parler de ça avant, la dernière présentation. Je vais m'étaler aussi là-dessus, mais d'abord je vais donner un peu le contexte théorique. Et j'étais, disons, chez DEPAM, pour finir un peu l'histoire, j'étais le responsable de Sustainable Equity chez Degroof Petercam Asset Management et j'étais aussi le CIO pendant les 2 dernières années. Donc, le titre de la présentation, il y a 2 parties, une partie théorique et une partie pratique. Je pense que c'est très intéressant de donner quelques exemples. C'est vraiment le impact investing à travers la chaîne de valeur. OK. Donc, c'est le processus d'investissement qui a été appliqué pendant plus de 15 ans. Et c'est un processus d'investissement simple, systématique, mais qui a des phases qu'il faut parcourir et il ne faut pas aller tout de suite. C'est la faute que je pense beaucoup de gérants ou d'analystes font tout de suite dans le stock picking. Donc, ce qu'on fait, c'est d'abord dans un sous-thème, et je vais donner un exemple sur la food technology plus tard. On va vraiment analyser les fils conducteurs, mais aussi, très important, se demander quels sont les défis et quels sont vraiment les défis à long terme dans la chaîne de valeur de cette sous-thème. Et on va identifier les différentes parties de la chaîne de valeur, de l'amont vers l'aval, et être très focalisé, très pointu sur quelle partie de la chaîne de valeur il faut être investi sur le long terme, tant au niveau fondamental qu'au niveau ESG. Et donc le ESG pour nous, déjà longtemps, c'est Risk Assessment. Déjà en 2009, on avait écarté Monsanto de notre univers investissable quand j'ai géré le fonds Food Trends. Mais ça a été de plus en plus aller se demander comment des sociétés allaient trouver des solutions. Et c'est souvent à base d'innovation pour les défis présents et futurs. Et donc vraiment un équilibre entre le fondamental et l'ESG. Pas l'un devant l'autre, un bon équilibre, à mon avis, très important. Et c'est une analyse très qualitative, hein, donc on fait beaucoup d'interactions avec les managements des sociétés. Et, on va pas se demander est-ce qu'il y a une intentionnalité au début, c'est vraiment se demander est-ce qu'il y a une mentalité ESG auprès de ce management, est-ce qu'ils ont vraiment la volonté de tacler les challenges, et ça c'est vraiment important. Il y a aussi un output quantitatif, mais je vais vous donner l'exemple, comment il faut voir ça. Si on devrait donner 3 messages clés par rapport à notre approche impact que j'avais appliquée, comme j'ai dit déjà depuis longtemps, et qui était assez similaire
chez Decalia, c'est d'abord, on se demande dans un sous-thème quels sont les défis existants, mais on se dit toujours, c'est un peu la mentalité d'un investisseur action, qui est un peu plus optimiste qu'un investisseur obligation, quelles sont les opportunités et comment est-ce qu'on va pouvoir, disons, être investi avec des sociétés qui vont pouvoir capitaliser sur ces opportunités. Seconde, disons, étape dans ce processus, la chaîne de valeur, comme j'ai dit, est très ciblée sur une partie de la chaîne de valeur, avec un équilibre entre le fondamental et l'aspect impact. Et quand vous parlez d'impact, vous avez souvent des sociétés qui s'adaptent et des sociétés qui sont les facilitateurs du changement. On va vraiment se focaliser sur les facilitateurs, comme en anglais, des enabling companies. Quand vous regardez, par exemple, les fonds qui a été lancés, plus de 60% sont dans cette catégorisation. Maintenant, un exemple pratique, et je ne vais pas parcourir tous les challenges dans l'industrie agroalimentaire, je pense que ça, on en a déjà parlé la dernière présentation. J'aimerais juste souligner deux choses. Tout d'abord, le lien entre les émissions à effet de serre et la biodiversité est un lien très important, souvent très sous-estimé, et il y a une interaction entre les deux. Si vous n'avez pas un écosystème solide, vous n'êtes pas dans la capacité de capturer les émissions à effet de serre, que ce soit au sol, les forêts, mais aussi les océans. Et on parle souvent je vais utiliser un mot en anglais, du SDG 14, l'eau, la vie sous la mer, mais c'est quelque chose qui est très important pour, disons, diminuer l'impact des émissions à effet de serre de la chaîne agroalimentaire, qui sont à peu près de 25-30% au total. La deuxième chose, c'est que les vaches, et vous voyez ça à droite, j'ai essayé d'utiliser quelque chose qui parle, mais les vaches sont une grande source des émissions à effet de serre, parce que c'est un ruminant, 4 ventes, beaucoup d'émissions de méthane, et c'est un gros problème. Et bon, on peut pas demander à tout le monde de manger moins de viande. Je pense qu'il y a mais il y a de nouveau des solutions à ça, et je vais y revenir. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit auparavant. Le problème des antibiotiques est très sous-estimé. Et même le WHO, World Health Organization, parle de la prochaine pandémie liée au antimicrobial resistance. De nouveau, c'est un défi, mais il y a des solutions pour ça. Et la solution, à notre avis, se trouve dans la chaîne de valeur. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit dans tout ce qui est la food technology, les ingrédients, et particulièrement dans tout ce qui est la fermentation. Donc, quand on regarde cette chaîne de valeur de l'amont vers l'aval, et vous avez différentes sociétés qui sont nommées, différents liens, vous avez Kerry, DSM, Symrise, Givaudan, AFF, c'est les plus grands, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais nous, ce qu'on va vraiment regarder, et ça a été un exercice qu'on a fait au fil du temps, quelle est la capacité, le savoir-faire de ces sociétés au niveau de la fermentation? Parce que ça, c'est clé. Et pourquoi c'est clé? Et je vais y revenir. C'est, entre autres, pour tacler les émissions à effet de serre. Et l'exemple a été donné par rapport au café. Il y a d'autres exemples, mais vous avez par exemple le stevia, qui est utilisé de plus en plus. Le problème avec le stevia, on le fait pousser quelque part en Afrique, il est transporté en Malaisie et après transporté à l'usine de Vevey de Nestlé. Nestlé, déjà l'année dernière, avait donné un Capital Markets Day et clairement établi des programmes pour diminuer ces émissions, Scope 3 des émissions, qui sont pour Nestlé à peu près 90% de leurs émissions. Donc, à notre avis, il est certain que Nestlé va s'associer de plus en plus avec des sociétés qui peuvent fermenter des produits comme le stevia dans ce qu'on appelle les fermentation tanks. Et c'est ce qui est déjà fait à ce jour. Il y a une société DSM qui est en partenariat avec Cargill qui produit le stevia à base de la fermentation. Et clairement, avec une empreinte carbone
qui est beaucoup moindre, et qui n'a rien de comparable. Qu'est-ce qu'est la fermentation? C'est vieux comme le monde, c'est comme ça que la bière est faite. Mais pourquoi c'est une industrie intéressante? Des barrières à l'entrée énormes, parce qu'il faut avoir le savoir-faire de la fermentation, mais ici, et c'est sur ça aussi qu'on se focalise beaucoup, il faut avoir une bibliothèque de micro-organismes. Les micro-organismes poussent sur le sucre, sur les algues, sur ce qu'on appelle des carbohydrates, pour en produire des différents produits. Et vous voyez des produits qui peuvent être produits à partir de la fermentation, et c'est d'ailleurs aussi un processus qui est utilisé dans la biopharma. Et de plus en plus, on est dans la capacité de produire des produits qui vont remplacer des ingrédients synthétiques, de produire des ingrédients avec une empreinte carbone qui est moindre, comme le stevia, mais aussi produire, par exemple, des produits comme les probiotics pour, dans l'industrie animalière, tacler le problème des antibiotiques. Et on a vu un grand essor de l'utilisation, même aux États-Unis, dans l'élevage des poulets, l'utilisation des probiotics au détriment des antibiotiques. Et donc, de nouveau, avec l'attention sur ce qui est une opportunité au niveau ESG. D'autre part, vous voyez aussi de nouveaux marchés finaux ouvrir à la fermentation. On a parlé des pesticides, le problème des pesticides, et vous avez le EU Farm to Fork Policy, qui a pour but de diminuer les pesticides de 50%. À base de la fermentation, vous êtes dans la capacité de produire des biopesticides. C'est encore assez tôt, mais c'est de nouveau un moyen de faire un impact sur la biodiversité et en même temps avoir un impact indirect sur les émissions à effet de serre. La dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est que on a tous vu les problèmes des plastiques dans les océans. De nouveau, la fermentation à partir du acide lactique, ce qui est très spécifique, vous permet par exemple de produire du PLA bioplastique, qui est disons un moyen d'avoir un système circulaire biodégradable. De nouveau, c'est quelque chose qui, à notre avis, est encore, disons, précoce dans son développement, mais quelque chose qui va, à notre avis, être très important pour tacler ce défi. Donc, très ciblé dans cette chaîne de valeur sur la food tech et sur les sociétés qui ont un savoir-faire dans la fermentation. Et donc, je vous ai dit, c'est une analyse qualitative où on fait beaucoup de travail, mais bien sûr, on donne aux investisseurs une idée comment les sociétés se comparent l'une après l'autre. Et c'est dans un contexte vraiment d'un sous-thème. Souvent, quand on regarde les ratings de MSCI et Sustainalytics, c'est dans un contexte qui est sectoriel, qui est beaucoup trop hétérogène. Donc nous, on va comparer les pairs avec les pairs, et on va faire ça au niveau E, S, N, G. Mais très important, on attache beaucoup d'importance à sa dimension impact. Et vous voyez, je ne sais pas si c'est très visible, donc les différentes sociétés qui sont cotées l'une vers l'autre, et DSM, pour nous, pour différentes raisons, mais certainement leur savoir-faire sur la fermentation, leur track record au niveau de l'innovation, qu'est-ce qui est dans leur pipeline. Et par exemple aussi, ça c'est pas à base de la fermentation, mais important à mentionner, ils ont un produit qui va et qui est en train d'être commercialisé, qui va diminuer de manière substantielle les effets de méthane dans l'industrie des vaches. C'est un produit qui s'appelle Boviar, qu'ils ont développé pendant 10 ans et qui est été commercialisé en Amérique du Sud et en Europe à ce moment-ci. Et donc, c'est des différents indicateurs sur lesquels on va se focaliser pour après, disons, scorer les sociétés l'une par rapport à l'autre. Et DSM est pour nous, à ce niveau-là, de loin la meilleure. Kerry est aussi une société qui est souvent sous-estimée au niveau de sa capacité, disons, de créer de l'impact, certainement au niveau de la fermentation. Et je suis désolé de dire que Givaudan
est, à notre avis, moins bien positionné par rapport à ces deux pairs. Donc c'est le fruit d'un suivi de cette industrie pendant très très longtemps. Donc, je ne sais pas si j'ai encore du temps, mais je pense qu'on va finir. Et à une autre chaîne de valeur, les voitures électriques, de nouveau, même processus, très ciblé. Là, on est très, disons, positif, de nouveau par rapport à l'impact positif sur les puces de puissance. Mais si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. J'aimerais juste finir par dire que cette analyse à travers la chaîne de valeur, j'ose espérer que je vous ai convaincu des raisons pour le faire, mais ça devient aussi de plus en plus important quand on considère la régulation, tout ce qui est taxonomie, tout ce qui est les social human rights. Donc, regarder à travers la chaîne de valeur a aussi cette valeur ajoutée quand vous regardez tout ce qui nous vient sur le dos par rapport à la réglementation dans les années à venir. Donc, je vais finir ici. Merci pour votre attention et prêt à prendre des questions. Merci beaucoup.